Alors, merci à tous d'être venus pour cette table ronde menée en jeu de rôle, donc, qui est une initiative du Club des Imaginaires Associés, une association nantaise. On remercie la librairie ludique Portail pour nous prêter le lieu, et puis Fondu au Noir aussi qui va prendre des photos, tout ça. Donc le jeu de rôle, c'est une activité où on interprète un personnage fictif dans un univers fictif. Et autour de des jeux de rôle, on a toute une communauté, des univers, etc. avec ce qu'on appelle des fois des joueurs et des maîtres du jeu ou des meneurs et des meneuses de jeux de rôle. Et la table ronde ce soir, elle va se consacrer justement à ce rôle de meneur ou de meneuse. Pourquoi est-ce qu'ils ont choisi ce rôle et pas joueur ou joueuse, comment est-ce qu'ils préparent leur scénario, comment ça se passe pour les outils, pour mener le jeu, voilà, avec les joueurs, etc. Donc ici vous avez Yann Olivier qui est éditeur aux éditions La Talente, Elisabeth qui est data scientist, et Émeric Cloche qui fait plein de trucs, qui est directeur de collection de la collection Fusion qui édite des polars pour les éditions La Talente. Il est aussi directeur du magazine l'Indic, donc spécialiste aussi de polar. Écrit en japonais, donc ça c'est l'Indic en japonais. C'est pas le meilleur à montrer. Non, mais c'est pas le numéro le plus facile. Et Émeric édite aussi des scénarios de jeux de rôle. Ça je l'ai écrit. Donc il a édité L'Arbre-Cœur en début d'année, et là je crois qu'il y a un nouveau qui va sortir. Oui, tout à fait. Il hiver. va y avoir le Vent sur la frontière qui va sortir cet hiver avant Noël, début décembre, avec un financement participatif sur Ulule, comme pour le premier en fait. La campagne va commencer très très bientôt, elle commence le 4 octobre. En octobre, voilà. Donc on mettra les liens sous la vidéo si vous êtes intéressé pour le financement participatif. Donc la première question en fait c'est comment est-ce que vous êtes tombé dans le jeu de rôle? Donc, Yann, Bah oui. Je m'en souviens assez peu en fait. Ça a été pour moi un moment un peu naturel, c'est-à-dire que beaucoup joué aux jeux de société. En jouant aux jeux de société, on traîne dans des boutiques de jeux de société, on traîne dans des boutiques de jeux de société, on voit des bouquins de jeux de rôle, et puis à un moment on demande ce que c'est, et il y a un moment où on fait notre première partie, genre 13 ou 14 piges, je crois que c'était une partie de chill. Et voilà, après ça, j'ai continué naturellement. Chill, c'est un vieux jeu d'horreur contemporaine où il y a toute une balance à faire entre le fait de résoudre des problèmes surnaturels et en même temps ne pas être trop nombreux à les résoudre, car plus on les connaît, plus l'humanité connaît ces problèmes, plus ils sont fréquents. Et du coup, résoudre un problème doit aussi passer par le fait de résoudre la mascarade autour de ce problème, le fait de ne pas en parler, que personne ne l'ait vu. C'est le premier jeu que j'ai joué. En tant que joueur? Tout à fait. Oui. Elisabeth? Alors moi, ça date un petit peu, c'était il y a, je dirais 10-12 ans, j'avais dû faire une partie. On était un groupe d'amis et l'un d'entre eux avait entendu parler des jeux de rôle et avait voulu essayer avec nous en tant que maître du jeu. Et on était dans une partie médiévale fantastique, la princesse avait été enlevée et nous étions les preux chevaliers partis pour la sauver. Bon, sauf que évidemment, actuellement, tous les chevaliers du royaume étaient déjà partis, donc nous on était une bande de bras cassés. Et on est passé par tous les pièges possibles et imaginables avant de réussir à trouver qu'en fait la princesse était juste enfuie parce qu'elle fuyait un mariage arrangé. Voilà. Je me souviens très très bien du pitch. Je me souviens scénario, ouais. très bien aussi bon de retournement. tout. Je crois qu'on a créé des pièges aussi nous-mêmes. On s'est compliqué la vie inutilement parfois.
Et ensuite, grand vide, parce que le bac est arrivé, chacun est parti dans son coin, et je n'ai plus jamais rejoué depuis le Covid. Et là, ce sont des amis, au fait, on cherche des joueurs, est-ce que tu viendrais pas? Et voilà comment je suis retombée dedans. Et donc le scénario avec la princesse, c'était tiré d'un jeu de rôle édité Non, pas du tout. En fait, il avait pris un jeu de rôle existant, je crois que c'était Donjons et Dragons, parce qu'aujourd'hui je pense reconnaître les règles, mais ça peut être un autre qui lui ressemble. Et il avait juste complètement changé l'histoire. Ok. Émeric, toi, c'était encore plus longtemps que tout. Oui, moi c'était oui, d'accord. C'était il y a assez longtemps. C'est pour mon entrée en 6e, j'ai déjà apporté le jeu. Ma mère m'a offert l'œil noir. Voilà, c'est celui. C'était ton tout premier. C'était mon tout premier, l'œil noir. Voilà, donc c'était voilà, je quittais le CM2, je rentrais en 6e. Je sais pas, 85, peut-être 86, 87. Je me rappelle plus. Enfin bon, dans ces eaux-là, quoi. Et voilà, on a eu cette boîte-là qui s'appelle Initiation au jeu d'aventure. Et puis bon, il fallait que, une fois qu'on l'a ouverte, il y avait les fameux dés dedans, le livre des règles. Et puis bon, j'ai lu le livre des règles et puis j'ai fait jouer mes copains, quoi. Et mes copines aussi, il y avait Pauline qui était là aussi, je me rappelle, en joueuse. Voilà. Toi, tu étais maître du jeu? Oui. Directement. Voilà, directement. Il fallait bien qu'il y ait quelqu'un qui, comme toi, je crois, si j'ai bien compris, il fallait bien que quelqu'un se lance. Et donc voilà, ça m'est tombé dessus et depuis, c'est une vraie passion de faire ça. Est-ce que vous pensez qu'il faut forcément avoir un kit d'initiation pour commencer une aventure? Est-ce que ça vous a aidé? Est-ce que vous faites sans? J'en ai jamais utilisé, donc je peux pas répondre. T'en as jamais utilisé? Non. Mais tu utilises des dés en tout cas? Ah oui, oui. Là, il y a forcément... Mais, le kit d'initiation, il est pas tellement là pour te donner des dés, il est là pour te donner un début un peu caricatural d'initiation au jeu de rôle qu'on peut avoir avec n'importe quel maître de jeu et d'autres joueurs un peu plus expérimentés. Et du coup, ils ne sont au final, je pense, nécessaires ou utiles que dans le cadre de groupes où l'intégralité des personnes qui vont jouer sont débutants ou très peu expérimentés. Nous, ça a été le cas, par exemple. Nous, là, je remercie, tu vois, le kit d'initiation. Il y a le livre des règles, et moi, ce qui m'a aidé quand même, c'est qu'il y avait ce bouquin-là, le livre des aventures, qui explique quand même le kit d'initiation. On commence avec un livre, comme dans un livre dont vous êtes le héros, quoi. On commence avec une aventure en solo que le maître du jeu fait. Donc le maître du jeu lit, comme dans un livre dont vous êtes le héros, il lit des paragraphes, qui le renvoie à d'autres paragraphes suivant là où il va, et ça lui permet de maîtriser les règles et de comprendre comment ça se passe. Nous, c'est ça surtout, je suis entièrement d'accord avec Yann, kit d'initiation, ça sert, si vous avez personne qui sait jouer, il vaut mieux commencer par un kit d'initiation. Il y en a plusieurs à l'heure actuelle qui sont très bien faits. Il vaut mieux commencer par un kit d'initiation. Après, vous pouvez très bien commencer par les 344 pages de Donjons et Dragons. Là. Hop. Ce que j'ai fait, voilà. Hélas. Voilà. C'est un peu plus dur. C'est un peu plus costaud. Voilà, c'est un peu plus dur. Mais c'est un début aussi. Je sais pas, parce qu'il n'y a pas l'intégralité des choses à lire et à regarder. Et à la fin de quasiment tous les manuels de jeux de rôle, il va y avoir un début de campagne ou un premier scénario pour se lancer. Ouais. Et du coup, au final, ça vaut aussi pour d'initiation dans la plupart des cas. Je sais pas. Moi, j'ai fait un one-shot, donc en gros, c'est juste un scénario qui était fait pour une partie il y a longtemps. Et puis, avec le Covid, on s'est retrouvés avec tous mes amis à se faire des groupes de discussion sur Internet. Alors, nous, c'est via Discord. Et on s'est dit, tiens, on est 2 ou 3 qui voulaient faire un jeu de rôle. On était 8. Finalement, on s'est séparés en 2 groupes de 4. Et j'étais dans un groupe. Sauf que personne n'avait vraiment envie de faire maître du jeu. Personne ne l'avait vraiment jamais fait. Et j'ai voulu essayer.
Et donc, je suis allée sur un site et j'ai pris toutes les règles d'un coup. Donc, je me suis farci les quelques 500 pages sur le site. Donc, en plus, on ne peut même pas les compter, on les compte en nombre de lignes. Et il y en avait beaucoup. Et du coup, j'ai commencé une première campagne, pareil, sans kit d'initiation, sans scénario préfabriqué. Donc moi, vu que j'adore lire, j'ai pris un scénario bateau. Il y a une catastrophe qui s'est effondrée sur le monde et il faut trouver une solution parce que sinon tout va être contaminé, il n'y aura plus de récolte et il y aura une famine totale d'ici quelques années. Débrouillez-vous pour trouver les responsables et éliminer la menace. Et donc pour ça, tu as utilisé des fiches de personnages? Et pour ça, du coup, je suis allée sur le site et j'ai regardé comment créer un perso, comment créer un personnage non joueur, donc mes joueurs créent un personnage, et moi je vais faire tous les petits personnages secondaires qu'ils vont rencontrer au fur et à mesure. Ça va être autant le grand méchant de la fin que le petit tavernier qu'ils vont croiser sur la route et à qui ils vont acheter un jour de nourriture et des provisions pour continuer le chemin. C'est pour peut-être aller se faufiler en douce pour aller récupérer des informations chez quelqu'un alors qu'en fait il pourrait tout aussi bien frapper à la porte et demander les infos directement. Mais voilà, moi j'étais là pour faire les personnages secondaires et eux essayer de trouver des solutions. Et donc en fait on m'avait posé la question, est-ce que MJ c'est un simple conteur? Mais en fait quand on t'écoute, on a plus l'impression qu'il n'y a pas que l'histoire, il y a aussi tout le fond, tous les autres personnages. Ça va dépendre, si on suit un scénario, je dirais que c'est plus un conteur. Après, moi je voyais plus le MJ en tant qu'écrivain, dans le sens où je vais raconter un univers et je vais laisser les héros, enfin mes joueurs en tout cas, décider de où ils veulent aller, comment ils veulent le faire et voire même faire complètement quelque chose de complètement à côté. Aymeric, c'est la même chose pour toi? Tu laisses faire ce qu'ils veulent? Oui, il y a plusieurs. Alors après, il y a plusieurs façons de faire un maître du jeu, il y a plusieurs façons de jouer une partie de jeu de rôle, il y a plusieurs types de scénarios, il y a des scénarios linéaires, des scénarios qui ne sont pas linéaires, ça c'est très très variable. Moi ce que j'aime bien faire, ce que je fais en général, c'est que je donne aux joueurs des situations et après ils vont se confronter à ces situations et c'est eux en vérité qui vont faire l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a un lieu qui fait quelque chose, un personnage qui a un but, les joueurs vont arriver dans ce lieu qui fait quelque chose, ça peut être quelque chose de tout bête, hein. Ça peut être que le lieu quand tu rentres, ça s'écroule. Donc voilà. Le lieu, voilà, je sais que s'ils rentrent là, ça s'écroule. Et bien quand les joueurs vont rentrer, ils doivent aller de l'autre côté, on imagine que c'est un couloir, il faut qu'ils aillent de l'autre côté, ça s'écroule quand ils passent. Le premier joueur, en général, va avoir un problème, quoi, parce qu'il va passer, puis ça va s'écrouler, et puis les autres vont discuter, comment on fait maintenant que ça s'est écroulé, est-ce qu'on fait ça, est-ce qu'on déblaye pour sortir le joueur qui est là-dessous, etc. Le lieu va créer une situation, les personnages vont construire une histoire, ils vont peut-être ressortir, chercher un autre passage, et pareil quand ils rencontrent des personnages, mes personnages, comme tu disais, personnages non joueurs, là, ils ont des buts dans la vie, je sais pas, ça peut être, mon personnage peut avoir comme but de tuer un des joueurs, hein. Le joueur va être assez vite, plus ou moins vite au courant, et quand les joueurs vont s'en rendre compte, ils vont faire comment on va faire vis-à-vis de cette... Je vous ai apporté moi, sur un scénario qui s'appelait Le Parfum des Fleurs, par exemple, voilà, j'ai listé mes dangers, les enjeux qu'il y a, c'est tout bête, hein, ça c'est un scénario, hein. Enfin, en vérité il est beaucoup plus compliqué. Là c'est la base, quoi, c'est la base du truc, ça tient, si jamais je lis les dangers, la folie du conte, ça veut dire que dans le scénario il y a un conte qui est fou. Le passage de la cargaison par les contrebandiers, ça veut dire qu'à un moment donné, là, il y aura un passage de ils vont être confrontés à ça, ou pas, hein, suivant ce qu'il faut. Voilà. C'est des trucs tout bête, je pense que ça se construit, je ne sais pas comment vous faites, mais que ça se construit, l'histoire, conteur. Les joueurs sont autant conteurs que les maîtres du jeu. Le maître du jeu, c'est juste, il va essayer de répondre le plus logiquement à ce que disent les joueurs, à ce que racontent les joueurs à leur manière. Et Yann, tu leur laisses cette liberté à tes joueurs, ou tu aimes bien les amener vers un but que tu as précisément en tête? Non, je préfère, comme Aymeric, plutôt créer des situations, un environnement, en fait. On débute toujours une partie à un moment où les tensions, même si elles ne sont pas révélées, sont à leur maximum. Et les actions des joueurs, leur comportement envers certaines personnes, en agissant de telle ou telle manière,
vont faire que les tensions vont se résoudre d'une certaine manière. Il y a des tensions qu'ils peuvent ignorer entièrement. Le groupe peut ignorer un pan entier de tensions qu'on va forcément essayer de ramener plus tard en essayant de la relancer. Mais de façon générale, je préfère voir ça comme une somme de liens, de personnes qui ont leurs propres intérêts, qui sont là, les joueurs choisissent d'aller leur parler ou non, et du coup de résoudre ou non certaines tensions. Après, en fonction du jeu, en fonction aussi des joueurs, on peut être amené à scripter davantage, à décrire davantage des résolutions de tensions, mais c'est vraiment, à mes yeux, le centre du fait de mener une partie de jeu. C'est essayer de mettre en place des tensions et de les voir se résoudre pendant la partie. Ou pas. Bien sûr. Ou de voir une tension complètement détournée par les Mais joueurs. quoi, Des fois, les joueurs sont capables de faire des trucs absolument incroyables. Moi, je me rappelle d'une campagne avec un arbre qui était un carrefour de la féerie, un arbre important, très très beau, que j'avais décrit, tu vois, avec tout un tas de... les joueurs, il y avait presque pour se reposer, ou ce genre de choses, tellement c'était beau cet arbre, etc. Puis un jour, il y a un groupe de joueurs, ils étaient 3 là, et ils ont eu peur de cet arbre. C'était vraiment un truc important dans l'histoire, quelque chose d'important qui maintenait un petit peu le monde. On a eu peur. Et ils ont décidé de brûler l'arbre, chose à laquelle jamais j'aurais pensé. Et donc l'histoire est allée dans une autre direction. Alors, Là, on avait des bonnes... Enfin, on savait pourquoi on faisait ça, voilà. après, c'est les choix. Les joueurs sont libres de faire absolument tout ce qu'ils veulent tant que ils réussissent leur G de dés et que ça reste dans les règles qui sont préalablement posées. Oui, puis ils ont le droit aussi de ne pas saisir ce qu'on a essayé de passer. On peut soi-même s'être trompé, on peut décrire quelque chose de féerique et de beau comme quelque chose d'effrayant, effectivement, à certains moments. Et pour que vos scénarios fonctionnent, en fait, il faut que les joueurs soient roleplay, dans ce qu'on dit. Ils jouent le rôle qui leur est attribué dans la fiche de personnage. Est-ce que vous pouvez récompenser des joueurs qui sont vraiment roleplay? Est-ce que vous avez toujours eu des bons joueurs, entre guillemets? Est-ce qu'il y en a qui fonctionnent totalement différemment de leur fiche de personnage? Et comment vous faites pour vous adapter, en fait, aux joueurs qui vont peut-être pas toujours suivre les règles du jeu? Ils suivent toujours les règles du jeu. Ils ne peuvent pas faire autrement. Après, par contre, je veux dire les règles du jeu, je veux dire quand on leur dit la difficulté, vous avez un petit D20 qui est là, et quand on leur dit la difficulté, elle est de 15 pour arriver à sauter le précipice, quand ils jettent leur dé, voilà, j'ai fait 16, j'y suis arrivé. C'est bon, j'ai sauté le précipice. Si jamais j'avais fait 3, j'y serais pas arrivé. On ne peut pas aller contre cette règle-là, on ne peut pas aller contre. Par contre, si jamais ils vont à l'encontre de leur personnage, eux qu'ils ont créé, en se disant, je suis un noble qui veut défendre les héros du peuple, qui veut défendre le peuple, pardon, et qu'au début de la campagne, par exemple, on a, je sais pas moi, une ville, et puis ce personnage est à la défense de la ville, et puis il y a une autre ville qui a été attaquée, il y a plein de réfugiés qui arrivent, et là on lui donne l'ordre de fermer les portes de la ville. Lui, c'est quand même un petit peu un peuple qui vient vers lui. Donc il est confronté à un dilemme moral, et si son personnage, parce qu'il a peur de mourir, me dit j'obéis, je ferme les portes de la ville, je ne vais pas aller contre lui, c'est juste que sa morale a changé vis-à-vis d'une première situation. Par contre, on le prend en note. Après, les gens, ça va se dire dans la ville que ce type-là, ce noble qui se réclame héros du peuple, je ne sais pas s'il est héros du peuple que ça, c'est juste sur ça que moi je pense qu'il faut jouer. Elisabeth, toi tu m'avais dit que tu récompensais... Alors moi je les Le roleplay. récompense. Alors j'ai plusieurs manières en fait de punir les joueurs, mais au niveau récompense c'est surtout pour le roleplay, pour les idées qu'ils vont avoir, pour l'imagination, dans le sens où j'en ai un qui joue un nain grognon, bourru et tout, et ce que j'adore c'est quand il utilise un accent complètement bourré. Il arrive très bien à le faire, il n'y a pas de souci. Sauf que, étant donné qu'il est grognon, il va plutôt faire des grognements au niveau de mes joueurs, donc, ou des PNJ qui lui posent des questions. Il dit
sais pas, il y en a un qui lui propose est-ce que vous voulez de l'aide, est-ce que vous voulez quelque chose à boire, et bah, mon joueur il va dire non, jamais. Bon, très bien. C'est exactement dans le ton de ton personnage. Et bah du coup, c'est par exemple, moi je vais faire un PNJ qui va être tavernier, qui va lui proposer à boire, et bah soit il va lui offrir parfois un repas, ou il va essayer d'engager la conversation, ou il va y avoir 2-3 petits trucs en fait. C'est 3 fois rien. Genre ne pas payer un repas pour un aventurier, c'est quoi? C'est quelques pièces de cuivre, sachant qu'à la fin de la mission, eux ils gagnent des pièces d'or. Et c'est pas grand chose. Ça peut aussi être comment dire, quelqu'un qui va soit lui donner un objet qui appartient à sa famille, qui est une relique. Toi, tu vas le récompenser dans l'histoire. Dans l'histoire. Ok. Et ça marche? Pour l'instant, j'ai reçu des grognements. Ça fonctionne assez bien. Et Yann, tu je comptes aussi de ça? Tu sûr. punis? Non, et je pense déjà qu'on joue, alors du coup, récompenser ou punir est pas tellement au vocabulaire, c'est on s'amuse et ça reste le principal. Et derrière, en fait, récompenser pour le roleplay, et je comprends pas trop, puisque en fait, c'est le jeu, en fait. Ça, on joue. Après, c'est aussi parce que sur un axe entre ce qu'on appelle le simulationnisme et le narrativisme. Le simulationnisme serait suivre les règles parfaitement, et puis au final, le MJ serait là juste pour scripter un scénario dans lequel on va pouvoir utiliser les règles, et il serait là comme arbitre effectivement pour juger ces règles et pour jouer tous les antagonistes. Le narrativisme total serait de s'abstraire entièrement de règles, par exemple, ou de valeurs décimales, ou avec des règles extrêmement faibles. Du coup, effectivement, moi je suis quand même assez éloigné de la vision simulationniste, même si je ne vais pas entièrement dans le narratif. Je pense que ça reste un jeu, et du coup avoir des règles et des moments où on va pouvoir calculer et simuler des instants, ça reste important. Et encore une fois, ça dépend entièrement du jeu dans lequel, et de la campagne dans laquelle on va jouer. Du coup, je ne vois pas de récompense à donner, puisqu'en fait, c'est la raison pour laquelle on se voit, en fait. C'est pour ces moments-là. On n'est pas tellement là pour juste pour combattre un monstre, ou pour résoudre une quête, ou gagner, etc. On aime bien gagner quand même. C'est pas un jeu où tu gagnes. Exactement. C'est un jeu où tu meurs. Je suis d'accord avec ce que dit Yann, en fait, sur le roleplay. Le roleplay, c'est la façon dont on joue les personnages, est-ce qu'on incarne ou pas son personnage. Moi, je laisse vraiment libre les joueurs de faire ce qu'ils veulent avec leur personnage. C'est juste que la façon dont ils vont jouer va leur retomber ou pas dessus, suivant ce qu'ils font, leurs actions. C'est toujours pareil. S'ils sont très très méchants avec tout le monde, il y a un moment quelqu'un va être plus méchant qu'eux. Exactement. Voilà, c'est tout bête. Et quelqu'un qui n'a pas d'interaction avec les autres, le reste du monde n'a pas d'interaction avec lui, en fait. Le mur qui s'écroule. Exactement. Si c'est le premier qui passe. Exactement. Voilà. Ou si et du coup, à un moment, il faut se poser la question, mais en fait, pourquoi tu viens? Je sais qu'Elisabeth, elle a des joueurs qui sont pas vraiment habitués non plus au jeu de rôle, et ça peut être un moyen de les de leur enseigner en fait aussi d'être dans le RP, parce qu'on commence à faire par exemple une partie, je joue un personnage non joueur, on fait une discussion et tout, et en plein milieu de la discussion, ça passe en non RP, comme c'est un joueur qui parle à son MJ. Et c'est parfois difficile en fait de reprendre le fil. C'est comme si on était, je suis en train de lire un livre un petit peu, je suis vraiment moi plongée dans ma lecture dedans, et pouf, on vient de me sortir d'un coup. Je sais que j'apprécie assez peu, donc j'essaye en fait de les remettre en tant que RP, et que le hors RP soit après la partie, ou après en tout cas la discussion, quand ils sont juste entre eux, et où là ils peuvent comment dire, faire mettre un peu une sorte de pause dans le jeu. De toute façon, c'est une gymnastique qu'il faut toujours avoir, puisque un joueur peut toujours à un moment sortir du moment où il incarne son personnage pour poser une question
au MJ, à chaque instant. C'est-à-dire que, bon, là, et je sais pas, on est en discussion avec le groupe, avec quelqu'un. Bon, ça fait 5-10 minutes qu'on discute, qu'on essaye de négocier quelque chose. Par exemple, un passage d'une route quelconque. Au bout de 5-10 minutes, il est tout à fait légitime de poser la question, non plus en tant que personnage, mais en tant que joueur, au maître de jeu. Est-ce que sur son visage, il a l'air alerte? Est-ce qu'il a l'air d'accepter nos requêtes? Ou est-ce que ça semble difficile? Est-ce qu'on l'a mis plus en colère? Essayer d'avoir un peu d'informations sur le monde est aussi important. Et du coup, c'est une gymnastique perpétuelle entre personnages et joueurs, et entre PNJ et MJ à tout instant. Et du coup, ce qui est difficile, c'est quand il y a l'intégration d'une discussion qui n'est pas le jeu. Je crois que c'est de ça que parlait Isabelle, Ah oui. je pense. Mais, oui, Quelqu'un qui te parle de Star Wars, qui dit tiens, ton méchant qui a Donjons et Dragons, etc., tu décris un petit comment ça s'appelle, un petit gnome, voilà, etc., tout vert, Des grandes oreilles. etc. Et l'autre il te fait ah ouais, on dirait Yoda dans Star Wars. Non, alors là oui, c'est ça dont tu parles, je pense. Ça, c'est vraiment l'exemple le plus frappant, où vraiment ça sort d'un coup. Mais oui. Ah, les Moi, joueurs c'est évitent de plutôt faire Dobby ça. en fait. Ah. C'est tiens, tu t'es trouvé un Dobby vert. Les joueurs évitent de faire ça. Je sais pas pourquoi. Je sais que ce que tu n'aimes pas aussi, c'est qu'il y a des personnages qui, en face du méchant, etc., qui vont donner leur plan, parce qu'en fait, ils en parlent à côté, mais il y a des gens qui pourraient les entendre dans la taverne, et puis ils se rendent pas compte qu'on peut les entendre, parce que eux, ils sont quand même dans le jeu, ils oublient qu'ils sont dans le jeu, enfin... Exactement. avoir des moments comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment, voilà, mes joueurs sont ensemble, ils sont à la taverne, ils viennent d'avoir toutes les informations, genre le grand méchant qui prévoit de tuer la personne qu'ils doivent protéger va faire son coup à telle heure, à tel endroit. Du coup, ils se réunissent, ils discutent entre eux, et ils discutent, mais ils Se mettre à crier. la conversation commence à s'enflammer, il y en a deux qui sont pas du tout d'accord sur la manière de faire, il y en a un qui veut foncer dans le tas, l'autre qui aimerait bien faire poser un piège. Ça commence à prendre un quart d'heure, une demi-heure. Moi je suis juste là pour leur poser ils posent des questions, je leur réponds est-ce que c'est faisable ou pas. Parce que évidemment quand ils ont fait leur tour de repérage, ils ont des informations, ils veulent vérifier qu'ils ont bien les bonnes infos. Et moi je vais les laisser faire, c'est leur partie et je trouve ça quand même assez drôle de les écouter. Sauf que plus ça va durer longtemps leur discussion, comme ils sont dans une taverne, il y a peut-être quelqu'un en fait qui est en train de boire sa petite bière à côté et qui écoute, qui va sortir et qui va aller informer le méchant. Tu es perverse quand même, J, toi. Non. Un petit peu, je trouve, sur ce sujet-là. Après, je sais qu'Emeric, on n'a pas le droit au téléphone. S'il y a un téléphone, il y a un piano qui tombe sur la tête des gens. C'est vu, hein. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de le faire ou pas? Le piano magique, c'est une vieille. Il y a des téléphones portables qui n'existaient pas à l'époque du piano magique. C'était quand quelqu'un sortait du jeu de manière trop récurrente, c'est-à-dire, par exemple, en plein milieu d'une scène assez forte, un des joueurs que je vais nommer, j'espère qu'il regardera la vidéo, Mathias. Mathias, qui à l'heure actuelle donne maintenant dans des ludothèques, fait des jeux de rôle, Mathias, n'est-ce pas? Il était évanoui. Il était évanoui, etc. Donc son personnage ne pouvait plus parler ni rien. L'action était forte, ça partait dans tous les sens. Et Mathias se met à parler d'une série télé aux autres joueurs alors qu'il est évanoui. Et là, dans ce cas-là, j'avais mis en place ce système de piano magique qui faisait que tu avais un piano qui tombait sur le joueur. Et je ne sais plus combien il y avait de dégâts. Bon, Mathias est mort ce soir-là avec le piano magique. Et c'est quelque chose, voilà, j'ai eu besoin de le faire 2 ou 3 fois. Et ensuite, les joueurs n'ont plus jamais fait ce genre de... Ou alors, très rarement, c'est pas grave. C'est surtout qu'à un moment, en fait, tu as aussi besoin de soupape de décompression et en fait, en fonction du jeu, en fonction de l'intensité, avoir un moment où juste tout se relâche et où on parle d'un autre truc ou même l'urgence du monde. Enfin, je crois que c'était... Je ne vais pas dire de conneries. Bon, les attentats du Bataclan, on était en partie de JD. Mais si t'as pas de téléphone à la table, ça se sait pas. Oui.
Mais oui, ça après. C'est à un moment, en fait, juste, il y a le monde, en fait, et tu peux pas juste t'arrêter, et puis c'est comme quand tu regardes un film ou que tu vas à un concert. Mais bien sûr. Après, nous, on fait des pauses où les gens Mais voient c'est ça, en fait. portable. Il y a des moments naturels aussi de décompression, et il y a des... tu pratiquais quand tu dors, t'es mort? Non, ça je faisais pas. Non, et puis surtout les moments de décompression que tu parles, ils sont obligés. Moi, Exactement. Je me rappelle la dernière partie là où il y avait une histoire avec une corneille, enfin, je vais vous en dire plus, mais où les joueurs, il y a eu un craquage complet avec une corneille qui parlait, où les joueurs sont partis dans tous les sens. Ça a été un moment extrêmement puissant du scénario, qui n'était absolument pas prévu, rien n'était prévu, c'était une scène prévue, etc. Mais ils ont voulu interagir avec cette corneille de façon qu'il ne fallait pas, ils ont tout de suite compris qu'il ne fallait pas, ils ont tellement la trouille, qu'ils se sont mis à parler d'autres choses après, à rigoler, etc. Et là, bien sûr, tu laisses faire les joueurs, enfin, bien sûr, toi-même en maître du jeu, tu as tellement vu la scène qui était énorme, qui se passait tout le monde dit non, faire le tir à Clément, te rappeler de faire je fais ça, moi je fais ça, et qui se regardent tous en faisant non, là, on déconne tout. Là, oui, là tu relâches. Mais pas quand tu es assommé, Mathias. Pas quand tu es assommé dans un et que le reste du en train de jouer, bien sûr. Là, non. Non, mais pour moi, l'exemple même, c'est le moment de changement de ton, puisque dans la plupart des jeux, le moment simulationniste le plus fort, c'est le combat. Et du coup, à la fin d'un combat, avant de passer de nouveau à l'intrigue en elle-même, à de la narration plus importante, la plupart du temps, c'est aussi le moment où les gens essayent de recompter leurs points, de revoir ce qu'ils ont. Et du coup, celui ou celle qui est le plus à l'aise avec les noms a déjà fini de mettre à jour sa fiche. Et du coup, il y a 2-3 discussions qui se passent, mais elles peuvent être sur le combat en elle-même, mais en tant que joueur et puis en tant que personnage, sur il était bien pensé ce combat, ce filon qui arrive à se rendre invisible, c'était difficile à trouver, pendant que les autres sont en train de gratter 2-3 trucs, il y en a un troisième qui dit moi je fouille là-bas, et puis tu fais puis tu discutes. Enfin, c'est aussi des moments, j'ai l'impression qu'il y a des moments qui sont quasi naturels de décompression. Nous, tout le monde bosse en scène, quand on joue, on fait des scènes en fait. Moi je présente des scènes et comme tu dis, ça devient naturel. Les joueurs sentent quand t'as pas besoin d'un panneau pour dire scène terminée. La scène s'est faite, ils ont résolu une petite boucle dans la grande histoire et la tension se relâche, ils vont commencer à manger du houmous, à prendre un thé, boire une bière. Et ça se fait naturellement. Après, mais dans les moments de tension, je pense que c'est ça dont tu parlais quand tu disais quand un joueur sort les autres de l'histoire, c'est quand il parle de totalement autre chose dans un moment où il n'y a pas ce relâchement. Parce que les parties, quand on est avec les amis, que j'appelle les tables, voilà, ça peut durer 12 heures, quoi. C'est bon. Bien sûr que pendant 12 heures, on ne va pas faire que jouer à un jeu de rôle, et bien sûr que pendant 12 heures, il va y avoir des pauses pour prendre le téléphone, pour aller savoir comment va le monde autour. Ouais, les parties courtes en 4 heures, là par contre, j'avoue qu'en général, on a sur une séance de 4 heures, on pose le téléphone à l'entrée, on reprend le téléphone que la sortie. Je vais rebondir là-dessus, c'est que moi je suis uniquement sur internet, donc en vocal, donc je ne peux pas vérifier que les personnages ne sont pas en train de regarder une série à côté. Je ne suis incapable de dire si mon personnage n'est pas sur son téléphone en train de faire un petit jeu à côté. Ça, je peux pas. S'il joue ou si c'est intéressant ce qu'il fait. Si à côté je vois, on est en combat, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu attaques? Est-ce que tu fuis? Est-ce que tu te caches? Est-ce que tu essayes d'aider quelqu'un avec un autre ennemi? 1 seconde, 2 secondes, il répond pas. Joueur suivant. Oui. Direct. Tu pratiques, toi tu es vraiment perverse, perverse, c'est pas le mot vraiment. Yann est beaucoup plus cool, j'ai l'impression. Toi tu rigoles pas. Attends, ça dépend. Il me dit qu'il est cool. Je sais qu'Elisabeth, toi t'as des durées de jeu beaucoup plus courtes que... Après moi j'ai des durées de jeu qui sont de 2 heures. C'est-à-dire que pour moi c'est obligé, la partie. C'est obligé d'aller vite en fait. Je commence, on a un quart d'heure où on est tranquille, où je rappelle ce qui s'est passé la fois dernière. Ensuite, et là la séance c'est généralement soit c'est un combat et ensuite une discussion, soit c'est carrément une action, c'est-à-dire ils décident d'aller vers une autre ville
Et qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Et là, ça va faire une soirée de discussion, plus. Mais dans le sens où ma partie, pour moi, c'est un épisode Netflix. Hein. Ça va être très, très, très rapide. Et vu que je ne les ai pas... Enfin, je les ai en vocal, mais ils peuvent très bien couper leur micro et faire complètement autre chose à côté. Tu les as pas en visio? Je ne les ai pas en visio, du tout. Et ça te gêne pas? Non. Ou tu t'es habituée comme ça? Je me suis habituée. Et là, du coup, vu que moi, je coupe jamais mon micro, sauf si je suis en train de boire une boisson et qu'à faire des chlures dans les oreilles de mes joueurs. Il y en a un ou deux qui m'ont fait la remarque que s'il te plaît, est-ce que tu peux arrêter MJ? Bon, c'est le seul moment où je coupe mon micro. Mais sinon, j'allume toujours. Et comme ça, s'ils m'entendent, ils savent qu'ils ont 5-10 secondes pour essayer de revenir. Donc ils me disent, alors, soit ils sont en train de discuter avec un autre joueur, ils disent 5 minutes, j'aimerais finir ma discussion, pas de souci, je vais attendre. Mais s'ils répondent pas, par exemple on est en plein combat, c'est à lui de jouer, trop tard quoi, oui, ton action, je sais pas moi, t'as regardé autre chose, t'as regardé un papillon qui était en train de faire de jolis mouvements de lumière, et du coup tes compagnons qui sont en train de se faire taper à côté, ils vont t'en vouloir, hein. C'est pas ma faute, c'est toi qui as regardé à côté. Ou par exemple à un moment ils étaient coincés dans des labyrinthes, ils discutent, ils se disent est-ce qu'on va rester un petit peu, il faut qu'on se repose, qu'on soigne nos blessures. Là, je fais une petite musique d'ambiance, grondement encore plus fort et tout. Une fois, 2 fois. Ils discutent entre eux, ils voient que y avait d'autres mineurs avec eux qui décident de partir. Donc là, je leur ai laissé vraiment 5 minutes entières à discuter entre eux. Mais encore une fois, je vais... vous n'avez pas pris l'opportunité. Effondrement, vous êtes bloqué dans les tunnels. Maintenant, il faudra creuser encore plus profondément et trouver une autre sortie. Sauf que quand on creuse plus profondément, généralement, il y a des monstres des profondeurs. Hein, évidemment. Non, je ne suis pas perverse. Et Yann, comment tu gères le temps entre les joueurs? Je le gère pas. Je ne vois pas ça comme un moment où on s'arrête. En fait, je ne sais pas où est-ce qu'on va s'arrêter à la fin d'une séance, tant en tant que joueur qu'en tant que MJ, puisque je ne fais pas de scénario spécifique. Je joue davantage en campagne, des campagnes longues qui peuvent durer plusieurs années, à jouer toutes les semaines la même campagne. Et ça ne nous dérange pas non plus de nous dire, alors là c'était plus en tant que joueur, je me souviens d'une partie où on avait tout en main, il fallait juste qu'on fasse un choix. Pendant 6 heures, pendant une partie entière de 6 heures, on n'a fait que discuter de ce choix. En s'engueulant, hein. C'est une fin de campagne qui a duré 2 ans. À un moment, en fait, juste je me souviens, le MJ n'a quasiment rien dit. On a mangé du mousse, c'est bon. Voilà. Toi, Émeric, tu laisserais pas faire ça? Non, moi je cherchais la feuille que j'ai retrouvée là. Quand on fait j'ai toujours des dynamiques pour mon scénario. C'est une petite liste, voilà, d'événements. Alors après, je l'ai discuté, si je vois qu'il n'y a pas de problème. Si pendant 6 heures les gens discutent et qu'ils s'amusent, le but du jeu de rôle est que moi aussi je m'amuse, parce qu'il faut que je m'amuse dans le maître du jeu, il ne faut pas oublier. Si tout le monde s'amuse, je laisse faire. Et puis ça dépend aussi du jeu. Là, sur un jeu à énigme, oui. Où à un moment, en fait, il faut juste faire un choix. Et juste tout le monde a son propre avis, et pendant 6 heures, on discute de ses avis pour savoir lequel on va faire, parce qu'après, il n'y a pas de retour en arrière. Après, comme dit Manon, moi très souvent, je vais dynamique. Enfin, j'ai toujours ma liste de dynamique et je vais envoyer on peut dire un petit peu comme non, l'image n'est pas bonne, je pense à des rats dans une cage qu'on électrocute de temps en temps quand non mais comme Elisabeth elle a sa musique, toi des fois tu vas mettre un chrono, enfin il y aura 12 coups de machin truc. Là tu vois, là pour un scénario par exemple, j'ai toutes mes dynamiques, c'est-à-dire l'arrivée d'une statue, le vol d'une charrette, la disparition du petit Mayol,
des charbonniers morts disparus, des indices à donner, la nuit de Doerkin qui avance. J'ai plein de choses. Beaucoup de choses qu'on n'a jamais résolues. Et au fur et à mesure que je les envoie, je les barre ou je les mets OK, ça c'est résolu, etc. Et si je vois que la partie s'enlise, si les gens s'amusent, pas de problème. Et si je vois que ça commence un petit peu à s'enliser, Il y en a un ou deux j'ai qui ma commencent liste. à tourner en rond et ça frustre au bout d'un moment certains joueurs. On le sent au niveau de la voix. ouais. Ils ont envie d'avancer, de faire quelque chose. Même si c'est pas ce que eux voudraient faire, mais bon, quand il y a 4 personnes sur 5 qui veulent faire quelque chose, bah, le 5e il va finir par suivre. Voilà. Mais Et si tu leur envoies une petite dynamique, moi j'appelle ça des dynamiques, toujours en rapport avec l'histoire, bien sûr, hein, toujours en rapport avec l'histoire, ça va redynamiser la chose. Là, je regarde par exemple les charbonniers morts disparus, ça c'est les joueurs étaient dans la forêt de Valchen, c'est une petite forêt, et ils commençaient à tourner en rond et ça commençait un petit peu à lasser. Et donc j'ai quelques cadavres qu'ils peuvent trouver dans la forêt, et ben paf, ils trouvent les cadavres. Voilà. Ils n'ont pas besoin de faire de jet, machin, etc. Ils vont tomber dessus parce que ça va redynamiser, ça va leur donner quelque chose à... J'allais dire à manger, mais c'est pas quelque chose à... Perlex d'information. Oui, mais par contre, entre vous deux, je pense que... Après, il y a aussi ces perversions, sans aucun doute. Mais Elisabeth, je sais pas, on se connaît à peine, c'est la première fois qu'on se voit. Mais je pense qu'en tant que MJ, j'ai entendu quelques petits trucs qui font que ça doit filer droit quand même. Pas de la même manière. ah non, ça file pas droit du tout. Parce que, moi je travaillerais plutôt sur... il y a des cailloux partout. Puis il suffit de les retourner. Les gens peuvent retourner des cailloux et puis il y a des trucs. Sur tous les cailloux, il y a quelque chose. Et, il suffit de se balader. Et quand c'est des cailloux que tu as préparés à l'avance, ça. Oui, après tu... Parfois, ils les retournent pas. Tu peux les imaginer sur le moment aussi. C'est-à-dire qu'en fait, si... c'est le plus classique, c'est un personnage non joueur que les personnages apprécient, alors que ça peut être soit qu'ils l'aiment bien, soit qu'ils s'en font un antagoniste immédiatement, alors qu'on vient de l'inventer juste pour le moment. Bah, du coup, en fait, si les gens veulent creuser, on peut être en improvisation totale et imaginer un caillou tout de suite. Mais l'ensemble, en fait, comme on a une liste de tensions, ramener des gens vers ces tensions, c'est simple. Ramener un endroit, ramener un objet à ces tensions, c'est extrêmement simple. Enfin, je trouve. Ah oui, non, sûrement. Enfin, en vous écoutant, on a l'impression qu'il y a quand même un énorme travail de planification en amont et que finalement l'improvisation, elle est assez limitée. Vous allez tout de suite essayer de repasser sur ce que vous avez planifié ou pas du tout? Non, pas forcément. Faut jamais faire. Non. Alors ça c'est pas possible. Il faut forcément avoir un minimum d'improvisation. Il faut, ouais. Bah, c'est quasiment l'intégralité. Enfin, moi, je ne connais pas les 2 tiers des noms des personnages non joueurs dont je parle. Enfin, tu disais tout à l'heure, tu fais un petit résumé de 15 minutes au début de chaque partie. Non, c'est pas moi qui le fais. Hein. Oui, je fais une ou deux ventes. C'est aux joueurs de le faire. Pour une raison très simple, savoir ce qu'ils ont retenu. Ce qui les intéresse. Ce qui les intéresse, ce qu'ils ont compris aussi. Parce qu'on peut répéter des choses, mais ce n'est pas ce qu'ils auront vécu. Et enfin, parce que je ne connais pas les noms de mes PNJ en fait. Si je les connais, c'est à eux de les noter. Il y en a trop quoi. Le truc numéro 1 du maître du jeu, à mon avis, hein, c'est d'avoir toujours des listes de noms. Moi j'ai toujours des listes de noms. Elle est plus longue que la mienne. Ah, j'ai toujours. Là tu vois, c'est les listes de noms et métiers d'un village. Par exemple, ils vont faire quelque chose qui n'est pas prévu. Ils vont aller voir le laitier. Bon ben elle s'appelle Anna. Paf. Voilà, donc j'ai mon personnage. Après, suivant les jeux auxquels tu joues, tu peux avoir d'autres, quel va être le caractère d'Anna, et après, comme disait Yann, si jamais les personnages ils commencent à interagir avec Anna, laitier, dont on n'a aucune idée au départ de qui c'est, mais si l'histoire du village, on la connaît, si on voit un peu ce que c'est le village, si les histoires des PNJ, les personnages non joueurs qui sont autour et qui sont importants, on les connaît, on va pouvoir rattacher Anna à tout ça, et Anna va pouvoir devenir un personnage important. Et là, elle va acquérir de la substance en fait. Au départ, c'est juste qu'il y a des gens dans un village, et ils arrivent et ils voient, par exemple, la fille de la laitière qui est là, qui garde ses vaches, et eux, ils vont aller la voir, ils vont lui poser des questions. Et plus ils vont lui poser de questions, plus elle va devenir
réelle en quelque sorte. Donc elle va acquérir un nom, elle va avoir, je sais pas moi, une description physique, elle va avoir un petit caractère, peut-être qu'elle va donner des informations, et voire même peut-être qu'elle va les accompagner voir le chef du village ou n'importe où quoi, ou qu'est-ce. Mais au début, elle est rien, elle est juste une image sur le bord de la route, et plus on va interagir avec elle, plus elle va faire partie de l'histoire. Et si le MJ ne dit pas qu'elle existe, est-ce que les joueurs vont demander Tout le temps, ils demandent à qui Ils on veulent peut parler, en parler. fait. Normalement, qu'est-ce qu'on Il y a voit? Qu'est-ce qu'on voit? Qui est là, en fait? Et là, on va faire, vous voyez un petit village, 4-5 maisons, vous voyez un feu dans une cheminée, vous voyez un troupeau de vaches avec une petite fille, vous voyez un chien qui court dans les rues, et si vous avancez, vous savez que vous verrez peut-être quelques villageois. Puis après, c'est le travail des joueurs aussi de faire vivre le monde. Hein. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va dire je veux du lait. Ça fait 3 jours qu'on est dans la forêt, je veux du lait, j'ai soif. Moi, ce que j'aime, c'est de marquer, il y en a même qui le marquent sur leur fiche de personnage, leur tempérament, et qui disent moi j'aime le lait, je veux du lait, est-ce qu'il y a du lait dans ce village? Et là, paf, on a la laitière. Ouais, ou pour le lait, oui. Enfin, Tout simplement, il y a des gens qui vont avoir des particularités, du tabac, Par exemple, moi j'ai un voleur, est-ce qu'il y a une maison qui a l'air particulièrement riche dans le village? J'en ai un, où est la taverne? J'en ai un qui va me dire bon, il n'y a pas que ça à faire, nous on se barre, et du coup, discussion entre les 3 joueurs qui vont chacun vouloir faire son petit truc dans son coin. Le troisième, c'était Mathias. Et puis voilà. Après, tu as tes PNJ, là, par exemple, on a Al-Kassim, qui est un PNJ hyper important. Là, je sais que quoi qu'il arrive, mes joueurs, ils vont le rencontrer quand je fais mon scénario. C'est quelqu'un d'extrêmement important dans l'histoire, ils vont le rencontrer. Il y a, tout tombe pas comme ça. Et puis, il y a des événements, en fait. Je crois que la plus grande préparation, c'est ce que je dis. En fait, il s'est passé ça avant le début de la partie. Avant que les joueurs n'arrivent, je sais ce qui s'est passé. Alors ça peut changer, ça peut être mouvant, mais par contre, je sais qui y est mêlé. Voilà, j'arrive dans le motel, il y a un corps qui est démembré dans la pièce, et il n'y a pas une goutte de sang. Je sais qu'il n'y a pas une goutte de sang, je sais que le corps a été démembré, je sais par qui, et je sais pourquoi. Ça c'est avant. Donc c'est plus... Et du coup, de façon générale, je sais aussi, je vais préparer des événements ou des réactions, du type, s'ils n'ont aucune idée, ils arrivent, ils trouvent rien, ils n'arrivent pas, je peux faire venir la police locale, je peux les aider grâce à certains autres événements qui vont arriver peu après leur arrivée à eux, et de façon générale, c'est quasi informatique, c'est si ils font ça, alors je sais que tel événement peut se passer. Le reste de la préparation, c'est effectivement de la chronologie. Il y a des événements qui vont se passer, quoi qu'il arrive, avec ou sans eux. Et ça, soit ils en sont témoins, soit ils en sont pas témoins. Mais dans tous les cas, ce sont des événements avec suffisamment d'importance pour qu'à un moment ou un autre, ça soit cristallisé dans la partie. Ce que dit Yann, là, c'est vraiment le squelette du scénario de mener un jeu de rôle. On a dit il y avait les lieux, il y avait les PNJ, les personnages non-joueurs. Et ensuite, effectivement, les chronologies, c'est extrêmement important. Ce qui s'est passé avant que les joueurs arrivent, vous voyez, là, ça commence à moins 101 ans, et puis ça va jusqu'à moins 10 jours. Je sais plus où, moins 10 jours. Et on sait, le maître du jeu sait ce qui s'est passé avant que les joueurs arrivent. Et ensuite, les joueurs arrivent, là, ils vont tout chambouler, ça va être... Mais le maître du jeu, il y a aussi ce qui risque de se passer. C'est-à-dire que si les joueurs font rien, en rapport avec ce qui risque de se passer, par exemple, là, moi j'ai le bûcheron invoqué va arriver, il se mettra en quête de l'arbre au cœur, il abattra toute personne qui tente de l'empêcher de mener à bien sa mission. C'est-à-dire que si les joueurs font rien qui soit en rapport avec le bûcheron avant qu'il arrive, le bûcheron va arriver. Ensuite, j'ai d'autres comme ça, etc. Ces choses-là, ces espèces de dynamiques vont déclencher. C'est les chronologies. C'est vraiment une chose hyper importante. Après, vous allez pouvoir improviser ce que vous voulez autour de ça. Si vous savez ce qui s'est passé avant que le jour arrive, c'est comme dans Agatha Christie, quoi. Quand on a tous les indices, quand on lit Agatha Christie, on a tous les indices, c'est ce qui s'est passé avant. C'est tout simplement, il faut que vous sachiez ce qui s'est passé avant pour pouvoir donner aux joueurs ensuite de quoi... Et tout le reste, c'est de l'impro. De quoi faire le bazar, quoi.
Tout le reste c'est l'impro. Bah, après, on peut écrire quelques scènes dont on sait qu'on est quasiment sûr que les joueurs vont passer par là. Bon, Ça nous fait plaisir, mais en vrai, c'est pas ça les sert à rien, meilleurs. on est d'accord, puis ça sert à rien. Parce que Et faut on qu'on est là, aussi, de toute façon. Les joueurs s'y ennuient davantage, puisque au final, on les a pensés et du coup, ils n'ont aucune marge. Alors, autant décrire quelque chose qui s'est passé sans leur présence, ou alors où ils savent de base qu'ils ne pourront pas y toucher. Et pour ça, dans l'horreur contemporain, le plus simple, c'est la vidéo. Si on aime beaucoup la scène, pour reprendre le motel, de ce qui s'est passé, pourquoi il n'y a pas de sang dans tout ce motel, et pourquoi il a été écarquillé, ben, on peut trouver la vidéo en fait. Si la scène est quelque chose qu'on souhaite décrire. Mais de façon générale, quand on écrit une scène, c'est un moment où on sort du jeu de rôle, c'est-à-dire de la narration partagée, pour juste décrire une scène. Et du coup, on n'est plus du tout en train de faire du jeu de rôle. Sauf qu'après, il y a des gens qui font ça, il y a des gens qui jouent au jeu de rôle comme ça, attention. Oui, Il y a bien des gens sûr, qui non, jouent pardon. on est toujours dans le jeu de rôle, il y a des gens qui Bien jouent sûr. sur quelque chose de très très linéaire. Et Tout à fait. sans mentir, j'ai fait jouer il y a quelques temps un scénario ultra linéaire, justement qui va rendre compte de tout ce qu'on vient de dire. Là, de tout ce qu'on vient de dire. De tout. Tout était écrit à l'avance. Acte 1, acte 2, acte 3. 3 scènes très travaillées. Ça s'appelle le miroir brisé, c'est un très très bon scénario. Tous les joueurs, c'est des rails et ils vont sur les rails et ils se sont rendus compte de rien. Ils ont cru qu'ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient. Et là, c'est encore une autre façon. Mais là, on touche après à ce qui est plus de la supercherie, quoi, parce qu'on va faire croire aux joueurs La manipulation. la manipulation, voilà. Mais le miroir brisé, les joueurs, ils ont adoré ça. C'est un scénario que vous trouvez dans le commerce, qui est très très bien fait, mais qui est ultra dirigiste. Et ça reste du jeu de rôle, et on s'est amusé comme un fou. Le seul problème avec ce genre de scénario, c'est pour le maître du jeu, c'est un peu moins drôle, parce qu'on sait tout ce qui va se passer. Mais vous en faites pas, il y a toujours un joueur pour faire un truc complètement délirant dans une scène, voilà, pour, tu vois, Oui. pour par exemple faire des trucs abracadabra, qui fait que ce ne sera pas exactement ça. Non, mais après, moi c'est pas ma façon de faire, mais je le fais de temps en temps quand même. Et tout à l'heure, Yann t'a dit que s'ils ne trouvaient pas pour le corps, t'allais les aider, enfin police locale, etc. Est-ce que vous essayez d'aider quand il y a vraiment un sorte de cul-de-sac vos joueurs, ou est-ce que des fois, comme Emmerich, on commence la partie, il nous dit direct « j'espère qu'il y a quelqu'un qui va mourir ». Vous tiendrez pas parce qu'il y a des monstres surpuissants et tout, et puis finalement tout le monde est vivant, alors il est déçu parce que comme il a créé ces monstres, bah, il a envie que ces monstres ils gagnent des fois, et donc Tout le monde est vivant, c'est faux. des fois on meurt, des fois on vit. Moi, je Mais- pars du principe que déjà la mort sera beaucoup plus impactante pour tous les joueurs, y compris le MJ. Autant l'éviter. Si elle n'est pas scriptée ou si elle est rare, si elle peut arriver, mais si elle est vraiment dramatique en fait. C'est pour ça que je vois mal l'intérêt de tuer quelqu'un sur une embuscade en plein milieu d'une forêt un peu. Par contre, là, récemment, alors là j'étais en tant que joueur, mais j'ai un ami qui est mort en se sacrifiant pour récupérer un autre personnage, du fouet d'un balrog dans l'anneau unique. Ouais, du coup on a fui, du coup on a chanté, du coup on était triste, et en fait il était 23h30, on a arrêté la partie en fait. C'était intense en fait. Et le MJ, dans cette campagne qui dure depuis presque 2 ans, n'avait tué aucun perso en fait, pour le moment. Mais là, il n'y avait aucun sauvetage qui était possible, et en plus, la scène était suffisamment glorieuse et suffisamment belle pour se dire que, oui, ici, c'est tout à fait légitime. Et encore une fois, ça dépend entièrement du jeu. Là, on joue à l'anneau unique, dans l'univers de Tolkien, où de toute façon, c'est les gentils qui doivent gagner à la fin, même si le monde est terrible. Dans un jeu comme Non Armies, c'est pas la même. C'est-à-dire que si on tombe dans le repère d'un avatar du guerrier,
et qu'on le froisse chez lui, ben, on va pas s'en sortir en fait. C'est fini. Le rôle là du MJ, à mes yeux, est de donner toutes les informations sur les endroits et les moments qui sont des tensions et des périls mortels. Et de l'autre côté, pour ce qui est de les aider, bah, c'est tout simplement parce que juste, c'est pas drôle si on a 4 personnes en face de soi dans son salon qui sont en train de chercher dans une pièce et il se passe rien depuis 1h30 et puis personne trouve et en fait on se dit ah mais si ça se trouve j'ai complètement merdé mes indices, qu'est-ce qui se passe, c'est pas assez clair, bon, bah, parce que c'est aussi notre faute et du coup avoir toujours quelque chose pour se dire là je peux leur apporter, et surtout au début de scénario, à un moment quand on estime que toutes les cartes sont dans les mains des joueurs, toutes les cartes sont dans les mains des joueurs. C'est vraiment rare, ces moments-là. Comme on va être à la fin de la première heure, juste la question que je voulais vous poser, c'était est-ce que vous préférez être joueur ou MJ Est-ce que les deux vous vont? Comment vous vous sentez par rapport à ces rôles? Moi, je veux répondre sur la mort narrative. Vas-y. D'accord, vas-y. Parce que je suis pas... C'est pas... Je vais te laisser une minute. T'es plus sur la mort narrative. C'est-à-dire que toi, il faut que la mort, elle rentre dans l'histoire et qu'elle fasse histoire. Oui et non, c'est-à-dire que déjà, ça dépend du jeu. D'accord. Et par contre, oui, je ne suis pas un grand fan de se dire, bah, voilà, du jeu. Ouais, et puis le groupe a rencontré un combat qui devait être accessoire. J'ai fait 3 critiques, il est mort. Quel intérêt en fait? Si, ça a un intérêt. Ça fait que... Oui, mais moi je joue des campagnes. Il y a un suspense qui se met longues. même en campagne. Il y a un suspense qui se met en place. Bien sûr. Moi, ce que je fais, c'est que je fais maintenant en tant que maître du jeu tous mes G2D devant les joueurs. C'est-à-dire que je me rappelle d'une scène mémorable sur un premier scénario de campagne où ils sont pris dans un val, dans le multivers à Donjons et Dragons. Bon, ils sont dans un endroit vraiment, vraiment glauque où ils sont obligés de gradure. Oui. Non, mais pas de gradure, je parlais du Hobbit, de moine guerrier de Caroline, où il y a eu ce moment où ils ont un petit peu merdé, entre guillemets, avec un dragon, ce qu'il ne faut jamais faire quand on est nouveau au début. C'est le premier scénario de la campagne. Et là, je me suis dit, et je fais tous mes G2D devant les joueurs. Et quand le dragon arrive et qu'il souffle son feu sur tous les joueurs, je les vois se décomposer. Moi-même, je veux bien sûr que je ne veux pas les tuer, je prends la poignée de dés. D'abord, je prends le dé pour savoir qui va être brûlé. Alors, il y en a qui arrivent à se mettre, il y avait une mine, enfin, ils sortaient d'une mine, donc ils se mettent dans les wagonnets pour se protéger du souffle, etc. Ils courent, et une joueuse qui s'appelle Caroline n'arrive pas à courir assez vite. Et donc, c'est elle qui prend le souffle du dragon, et donc je prends ma poignée de dés, et je sais pertinemment que tout le monde sait, Caroline est morte, c'est pas possible, elle va mourir. Et on tire les dés, et comme j'ai tiré devant tout le monde, l'immense joie qu'il y a eu de voir que les dés ont fait des chiffres absolument bas et que le moine a survécu. Oui, mais là, c'est dramatiquement positif. Maintenant, tu remplaces ça par... En fait, c'est le début du scénar, et là, il y a 3 brigands qui sortent des fourrés, et c'était presque juste pour se remettre d'aplomb sur les règles, parce que ça fait 6 mois qu'on ne s'est pas vu, parce qu'il y a eu le Covid. Et là, boum, crit, mort. Eh ben, tu proposes au joueur qui meurt de loin d'être brigand. Oui. Et voilà, il va commencer sa campagne avec un joueur qui n'aura pas... Voilà, c'est une possibilité. Je trouve juste ça pas intéressant. Je préfère me dire que la personne est blessée. Les deux versions sont intéressantes. Mais les deux versions, c'est pas ma passion à jouer, tu vois, je pense. Et du coup, c'est pas ma passion à me jeter non plus. Les deux ont des avantages. Chaque MJ a ce... Je reviens là-dessus, c'est parce que... Traître. Exactement. Tu ne fais pas tes G2D devant les joueurs. Ah non, surtout pas. Parce que du coup, ils auraient beaucoup trop d'informations en fait. Parce que vu que c'est pas vers internet, ils auraient le jet de dés, mais aussi les bonus qu'on met perso et tout. Ah oui, tu joues avec les... Moi, je peux pas en fait, je leur donne beaucoup trop d'informations. C'est ok, imaginons que je fasse un jet et qu'en plus, on met 1 plus 4, 1 plus 5, 1 plus machin. J'ai fait certes un petit jet, mais derrière... beaucoup de choses. En fait, les MJ, ils ont des écrans vu que je suis MJ débutant. Et toi, sur ordinateur, t'as pas ton écran de MJ en fait. Pour cacher.
Et non, je n'ai pas ça, moi. Virtuel, effectivement. Ça n'existe pas. Or, je suis MJ débutant, contrairement à vous deux. Je suis juste à ma première campagne. Et il se trouve que du coup, mes joueurs, eux, ils créent des persos comme eux, ils aimeraient jouer. C'est-à-dire que j'en ai un qui est assez timide, donc il va faire un personnage qui est muet. J'en ai un, elle est muet, mais d'un autre côté, il parle beaucoup, c'est qu'est-ce que je vois et tout. Il va faire des signes. Je tape sur l'épaule de mon copain, je monte ça et tout. Sauf que, au bout de 3 parties, c'est quand même chiant de faire quelqu'un de muet. Donc, il me demande à la fin de ma partie, j'en ai marre de mon perso, j'ai envie de le tuer, et j'en prends un autre pour la prochaine partie. Il voulait pas être soigné de la gorge? Non, parce que c'est compliqué à soigner de la gorge. Ça dépend du monde dans lequel il vit. Il voulait peut-être aussi essayer un nouveau perso, parce que c'était son premier personnage. Non, parce que mes joueurs. Il n'est pas obligé de le tuer, il peut aussi partir. En retraite. Faire. Bref. Du coup, sur cette partie, j'ai tué les 3. Parce que quand les 2 autres ont écouté le deuxième, je vais faire exactement pareil, on va faire une connerie tous les deux, on va foncer sur faire le braquage du siècle. 2 voleurs niveau 1 qui étaient casse-cou au possible et qui n'ont fait strictement aucun jet de discrétion. On va même pas essayer de se cacher derrière l'arbre pour passer, d'attendre que le garde passe avec ce chien. Non, on va passer devant lui, on va casser la fenêtre, on va rentrer devant. Oui, ils ont fait un succès. Ils ont j'ai même pas fait lancer les dés. Ils ont fait un succès critique direct. Il y en a un qui s'est éraflé la main, ils avaient la main en sang. Il y a des tétanos? Non, il est pas mort. Un échec. Non plus, j'ai pas fait lancer les dés. J'ai donné énormément de détails visuels pour qu'ils s'imprègnent effectivement de leur mort, de leur perso qui était prévu. Mais j'ai autorisé en fait, j'ai scripté un petit peu leur mort avec eux. Pour ensuite Et le troisième qui a dit ouais, mais si vous refaites des persos, ça va être chiant. Ouais, je vais faire pareil. Et lui qui court, sauf que lui il était censé être un gentil qui était censé être du côté des gardes, donc c'était aussi, pas très roleplay, c'est-à-dire que lui il était censé ces deux-là sont des voleurs, attendez les gardes, je vais vous aider. Et il avait pas envie de jouer ça, donc allez, un petit TPK, un petit total party kill. Et on commence de zéro, on fait une autre histoire, on fait d'autres personnages, et on réessaye, mais cette fois avec peut-être une meilleure synchronisation, une meilleure harmonie entre les joueurs, de comment jouer, et de ce qu'ils aiment jouer aussi. Ça c'est assez important à mes yeux, c'est surtout sur tout ce qui va être le Medfan et tous les jeux qui ne vont pas avoir une opposition directe entre les joueurs, soit la majorité des jeux au final, c'est de vraiment se mettre d'accord à la création sur qui nous jouons ensemble, quel groupe nous sommes, par exemple en répondant à quelques dilemmes moraux, on est sur le chemin d'une mission, on croise une caravane d'esclaves. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les libère? Est-ce qu'on les libère? Est-ce qu'on attaque la caravane? Est-ce qu'on leur propose de les accompagner pour gagner des thunes? Est-ce qu'on pille des tombes? Un truc tout bête. Oui, non, pas toutes. Pas celles des peuples, des gens qui sont autour de la table, par exemple. Pas celle des dieux qu'ils vénèrent ou qu'ils respectent. La question morale, elle se pose hyper souvent. Exactement, donc tenter à la création de ne pas se dire que c'est simplement une fiche, mais aussi que c'est un groupe que l'on crée ensemble. Ça permet aussi d'avancer sur la création de son propre perso, de se dire, avant même la première partie, le terme le plus courant c'est session 0, c'est-à-dire pendant une session 0, avant même la première partie, on se réunit et puis on essaie de voir ce que l'on veut jouer ensemble pendant toute cette campagne. C'est pour ça que la dernière fois tu m'avais dit que pour toi tu pouvais jouer que avec des amis et pas avec des inconnus. Oui, alors là pour moi ça va plus sur la question de le jeu de rôle, ça parle d'intime, ça parle de quelles sont à mes yeux les réactions de quelqu'un qui est dans telle situation.
avec telle histoire, avec tel comportement précédent, il aura tel comportement au final. Et du coup, alors, en tant que joueur, mais encore plus en tant que MJ, ça parle de nous énormément. Et en fait, je crois qu'on parle vraiment de nous, sans frein à main, qu'avec des gens que l'on connaît un minimum. C'est à mes yeux très compliqué de faire cela avec des gens que l'on ne connaît pas du tout. Vous êtes d'accord Je ne joue qu'avec des amis, donc moi ce sera plutôt sur la thématique, on était que des débutants. Et c'est un peu particulier en fait de commencer une campagne longue, sachant que du coup j'ai recommencé plusieurs fois pour savoir comment est-ce qu'on fait pour être MJ, comment est-ce qu'on fait pour faire une rencontre, comment est-ce qu'on fait machin. Mais moi j'arrive, j'avais rien préparé, moi j'avais juste regardé comment est-ce qu'on crée une fiche de personnage. Tiens, j'ai un petit calculateur pour faire un groupe de monstres qui sera adapté à la puissance de mes persos pour un premier combat. Et au fur et à mesure, j'apprendrai sur le temps en même temps qu'eux. Et la campagne, je les ai recommencées plusieurs fois. Parce que c'est pas comme ça. C'est la première, échec cuisant. La deuxième, échec cuisant. La troisième, ça commence, mais il y a un de mes joueurs qui est parti finalement. Et du coup, entre la deuxième et la troisième, là, j'ai commencé à regarder des vidéos sur comment font les autres maîtres du jeu. Est-ce qu'il y a des campagnes préécrites? Je vais quand même voir quelqu'un qui suit une campagne préécrite, comment est-ce qu'on fait et tout, pour essayer de l'adapter à la mienne, parce que moi j'avais une petite idée de scénario, et puis comme base personnelle, et puis c'est pas si évident que ça en fait. Il y a un petit travail derrière, il y a quelques connaissances quand même à avoir, et sur un groupe, c'est quand même bien d'avoir au moins une personne qui ait quelques bases. Voilà. Sur les nouveaux joueurs, moi j'aime bien avoir des nouveaux joueurs, avoir des gens que je ne connais pas. Ça. Après, il est clair que la question morale, jusqu'où on peut aller quand on raconte une histoire, elle se pose quand vous avez des joueurs que vous ne connaissez pas. Dernièrement, moi j'ai fait un scénario de Lamentation of the Flame Princess, qui est un jeu de rôle extrêmement violent. Bon, les joueuses qui allaient y jouer le savaient, c'est un jeu de rôle violent qui se passe dans un univers médiéval fantastique, mais qui est assez violent et sale. Sale dans ce qu'il raconte. Et donc là, c'est à la table d'être à l'écoute à tout le monde, pas seulement le maître du jeu, d'être à l'écoute de ce qui se passe autour et de bien remarquer les signes avant-coureurs, ou quand quelqu'un, ça va trop loin. Le mieux, bien sûr, c'est de le formuler, mais c'est pas forcément facile, donc il faut toujours être... Et là, le scénario c'était une histoire de gens qui est de doppelganger, de changelins, de gens qui changeaient de forme constamment pour envahir le monde. Et le seul moyen de savoir si en face de soi on avait un changelin ou la vraie personne, c'est que les changelins avaient un rubis à la place du cœur. Donc un rubis à la place du cœur, voilà. Il fallait ouvrir les gens pour le savoir, quoi. Même les joueurs eux-mêmes ne savaient pas s'ils étaient changelins ou pas, parce que quand ils jouaient le personnage, mais il pouvait très bien jouer le changelin. Donc il y avait une tension extrêmement forte, et il faut savoir que ce scénario-là se termine dans un orphelinat, donc avec des enfants. Voilà. Donc suivant qui on a comme joueur, ça peut être très 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 dérangeant. Il y a des joueurs qui n'ont aucune limite, qui vont faire je suis sûr que ce gosse-là s'en est un crack, etc. Je vais voir le truc, etc. Bon, voilà, ça peut. Il faut vraiment être heureusement, une joueuse particulièrement intelligente a décidé de peser les enfants, parce qu'il y en avait un des enfants qui était un changelin, il fallait trouver lequel, de les peser, parce qu'un rubis pèse plus lourd qu'un cœur. Donc au poids à peu près, suivant les enfants, il y en a un qui pesait vraiment beaucoup plus lourd que les autres, et ils ont décidé que c'était celui-là. Ils trouvaient que c'était celui-là, c'était bien. Mais c'est bien vu, voilà. On peut toujours s'en sortir sans trucider des gens, c'est juste qu'il y a eu une joueuse qui a eu cette idée. Après, la question morale, je suis d'accord, elle se pose. D'ailleurs, ils mettent en place, maintenant j'ai vu là, ce qu'ils appellent la X-carte, qui est une carte que tu peux toucher si ça va mal. Non mais, c'est une carte, tu mets une croix, et si tu as des joueurs que tu connais pas, si une des joueuses ou un des joueurs se sent mal avec ce que tu es en train de dire, avec ce qui est en train de se passer, il touche juste la carte, il n'a pas à dire, etc. Et c'est au maître du jeu et aux autres joueurs de se dire, attention, on est sur une scène, quelque chose, on est allé trop loin, on recule. Il y a le conscient émotionnel qui est touché de la et personne. On recule, et on respecte la personne. Après, quand c'est tes amis, tu les respectes pas, ça c'est toi qui vois. Continuer à pousser le curseur, c'est tes amis. Mais quand c'est des gens que tu connais pas, j'estime que tu dois vraiment faire très très attention à
sais pas qui tu es en face, tu connais pas son passé. C'est des histoires, là j'ai commencé à avoir des frissons parce que là je pense à certains scénarios extrêmement violents qu'on a joués, où je me dis, waouh, s'il y avait eu des gens en face de nous qui avaient un problème avec ce qu'on est en train de faire, qu'est-ce qui se serait passé? Et à l'époque, nous, on a commencé, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les téléphones portables, il n'y avait pas les X-cards. Et je me rappelle de quelques parties, on est allé très très loin. Après, Mais je parlais là, dans c'est les ce que tu non-armés disais. de un corps démembré. Enfin, c'est bon, un non-armé, c'est très très bien. très light en fait. Hein ah, je pense Bah, pour un non-armé, un corps oui, c'est très démembré, light, oui. c'est très light. Bien. Ça peut aller très très loin. C'est un jeu qui joue sur la folie, l'obsession. La fiche en elle-même est assez impressionnante. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de compétences, il y a juste 4 caractéristiques. Chacun écrit ses propres compétences sur ce qu'il sait faire, etc. Par contre, là où il faut choisir, c'est son obsession, son stimulus de rage, son stimulus de peur et son stimulus de noblesse. Et il n'y a pas une jauge de santé mentale, il y en a 8 différentes. Donc, ces fragilisations et ces endurcissements en soi, impuissance, solitude, surnaturel, pour les violence, Pour les enfants, quoi. impuissance. Enfin, vraiment, ça crée un personnage qui peut devenir complètement fou et qui peut vivre des choses terribles. Nous, De toute façon, je vais vous arrêter là parce qu'à cause de l'heure. Bien sûr. Donc, juste pour reprendre ma dernière question, en 2 minutes, est-ce que vous préférez être joueur ou MJ ou, Ah oui, on s'est éloigné, je crois. Ah oui, mais c'est pas grave. J'aime bien faire du jeu de rôle dans les deux cas. Dans les deux cas. Ça me va. C'est plus avec qui je suis qui va déterminer. Ton rôle? Non, pas forcément. Ouais, le plaisir sera peut-être plus grand avec certains MJ parce que j'apprécie beaucoup la manière dont ils maîtrisent et du coup être joueur lors de ces parties me va complètement. Et Elisabeth, je crois que t'as jamais été joueuse. Là, je commence une partie en tant que joueuse, Ah. mais pour l'instant, j'adore être MJ. Est-ce que t'es une perverse Non. Ça va me coller à la peau là. Bon, ne regardez pas cette vidéo, les joueurs. C'est faux, c'est complètement faux. Si, un petit peu, quand même. Pour traiter tes joueurs, tes joueuses, moi je suis plus agréable, je pense, en maître du jeu qu'en joueur. J'aime jouer, et je pense que je suis plus agréable quand je suis maître du jeu que quand je suis joueur. Je dis ça, après j'ai fait Tales from the Loop dernièrement en tant que joueur, je me suis amusé comme un fou, et les autres autour de moi se sont amusés comme des fous, donc ça va, je suis quand même supportable. Je sais que en joueur je peux être un peu plus chiant. Ouais, je pense. Je sais pas. Oui, je pense que c'est ça. J'ai des problèmes. Je joue énormément maître du jeu et donc j'anticipe l'histoire qu'on me raconte, j'anticipe, je calcule, je vois un peu, j'essaye de voir les engrenages. J'ai du mal à sortir de ce que je fais le plus souvent et donc je pense que je suis un petit peu chiant. Voilà. Sauf Tales from the Loop, là, qui est un jeu où on joue les adolescents. Voilà, j'ai fait un fan de métal avec des cheveux longs et là je me suis amusé comme un petit fou. Je suis rentré dans l'histoire à fond, j'ai pas cherché plus loin que l'histoire. Ça a fonctionné quoi. Mais je pense que c'est plutôt mettre du jeu pour moi. Après ça peut changer. Avec l'âge. On a la vie devant soi là. Tellement, hein. Relève-toi. Pourtant, il reste encore avec l'espérance de vie. Ouais, il y a des trucs, si, il y en a encore pour quoi 40-50 ans. Je parle pour moi. 50 ans j'ai dit 40, allez. Il nous reste un quart d'heure si vous avez des questions aux intervenants. Sinon, j'en ai pas fait la moitié, mais oui. Alors, vous êtes maître du jeu, vous avez un groupe de 4-5 personnes, et puis vous vous trouvez dans une situation où le groupe décide de se scinder. Alors, en ligne, c'est plus simple parce que sur Discord, par exemple, on peut avoir une salle autre et puis pouvoir papoter pendant que les autres écoutent la musique ou autre chose. Mais en réel, comment vous gérez ça? Alors, sauf dans de très rares cas, pas de petits mots, pas d'aparté, ou vraiment très rarement. Je parle d'un truc très simple, c'est que mes joueurs savent quand leur personnage est là ou non. Ouais. Et du coup, en fait, qu'ils n'ont pas vécu cette scène-là.
on continue comme la partie d'avant. Donc, j'y reste, voilà. Exactement. Ils font le discernement entre ce qu'ils ont entendu. Et par contre, à un moment, les moments d'aparté sont plus des moments où alors, le côté éclaireur, ça va être très intéressant. Quelqu'un qui part en éclaireur et du coup que lui raconte ce qu'il a vu. Comme de toute façon c'est son rôle, donc il ne va pas faire de rétention d'informations, il va revenir en disant ce qu'il a vu. Et surtout, les autres vont se dire « Ah mais bon, on ne sait pas s'il a échoué, s'il a réussi. » Voilà. Ces moments-là peuvent être intéressants, mais il faut vraiment les amener avec parcimonie. Et de façon générale, se dire qu'on est tous là pour jouer et qu'on sait faire la différence entre personnage et joueur. Quand mon personnage n'est pas là, je n'ai pas à partir dehors, ça sert à rien. Sinon, profiter des balcons ou des terrasses pour aller vapoter et fumer et faire un petit aparté. Tu peux les couper en... Alors moi je peux couper leur micro, comme ça je n'ai pas de Mathias qui commence à parler en plein milieu. Non, en règle générale, déjà vu que je n'ai qu'un groupe de 3 en fait, il n'y aura quasiment aucune rétention d'informations, quasiment aucun aparté également. Ils se séparent jamais. Un MJ pervers, les joueurs se séparent jamais. C'est le premier truc... C'est le premier truc en général qu'on voit. Quand le MJ est violent et qu'il est dur, les joueurs ils restent soudés, ils font bloc. Il n'y en a pas un seul qui descend la cave en disant « Oh, je vais voir s'il n'y a pas une info là, bon. » Mince, parce que la dernière fois qu'ils ont... Qui se sont séparés, Ils sont morts. qu'ils ont voulu descendre quelque part, c'était pour aller justement là où il y avait... Enfin, effectivement. Donc généralement, le premier qui descend, il va demander aux deux autres « Est-ce que vous pouvez venir avec moi ?» plutôt. Ça m'étonne pas. Bon, certes, mauvais exemple. Non, moi c'est surtout qu'en fait, parce que c'est un tout petit groupe. Donc ils vont pas se séparer. Quand ils étaient 4, par contre, ils n'hésitaient pas, 2 d'un côté et 2 de l'autre pour les regarder. Ça dépend du temps que vous avez pour jouer. C'est toujours pareil. Si vous avez du temps, de l'espace, et que c'est pas trop souvent, et si vous avez des joueurs qui aiment ça, parce qu'il y a des joueurs qui aiment bien vivre quelque chose tout seul, on le sent aux joueurs, il y en a qui adorent ça. Moi j'en ai croisé il n'y a pas si longtemps que ça, qui adorait les apartés. Donc on peut en faire, pour lui faire plaisir, 1, 2, après bon... Alors moi je sais pas forcément des apartés, mais par exemple quand il y en a un qui va partir en éclaireur, il va pas forcément faire de rétention d'informations, sauf sur les petits loots, les petits trucs qu'il a volé. Donc là je lui dis, tu vois un coffre, tu vois ça, et par contre la description c'est je lui fais un petit message, un petit mail. Après les autres apartés qu'on peut avoir aussi, c'est quand parmi les joueurs vous avez un traître. Ça arrive parfois, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille pour les méchants, on va dire, et que vous avez besoin avec lui d'avoir donc là on échange des petits mots. Alors traître, je n'irai pas jusque là, par contre ça c'est un peu plus fréquent, c'est quand il y en a 2 qui veulent avoir une information et les 2 ne sont absolument pas d'accord l'un avec l'autre sur la manière de le faire. Il y en a un qui veut aller directement capturer cette personne et la tabasser, et l'autre qui va plutôt essayer d'y aller et puis de la soudoyer, genre lui payer un coup à boire, puis un deuxième, puis quand il sera complètement sous, lui souhaiterait des informations. Et là du coup, je leur dis, vous arrivez à l'auberge et tout, machin, vous allez... Et là c'est à eux de me dire, moi je vais faire un petit tour dans le village et tout, moi je vais rester un peu à la taverne pour voir, et suivant qui va faire le tour à l'extérieur, il pourra faire du coup sa méthode à lui. Et là je vais pas faire d'aparté, parce que de toute façon quand il va revenir, qu'il ait les infos ou pas, de toute façon ça va se savoir qu'il a essayé de le faire boire ou essayer de le tabasser, mais par contre, celui qui sera resté de son côté, il restera impuissant, on va écouter nous deux en train de faire notre... la scène. Quoi. La scène. Je viens d'avoir un flash d'une vieille partie qu'on a faite dans les années 90, l'appel de Cthulhu, une belle campagne avec Sherlock Holmes, et j'étais joueur. J'étais insupportable, je pense. Je suis allé à la bibliothèque pour compulser des livres, et les autres joueurs ont fait une autre scène. J'ai passé la soirée à la bibliothèque, ils ne sont jamais revenus me chercher. Moi je suis sorti, je dis au MJ, bon je sors à la bibliothèque, je fais ouais tu les trouves pas. Tu vas où? Je vais là où on était, là, à l'hôtel machin. Bon à l'hôtel ils disent que non, ils les ont pas vus.
Bon, bah, je cherche dans la ville, tu me dis quand je les trouve, puis je suis retourné lire mes BD dans la chambre. Voilà, bon, on ferait plus ça maintenant à l'heure actuelle. Quoi. Nous, on débutait dans le jeu de rôle, mais j'ai passé la soirée. Mais c'était mérité. Avec le recul, le maître du jeu et les joueurs ont une attitude tout à fait saine. Ils se sont dit l'autre, il va nous pourrir la soirée, il devient chiant, on le gicle, et ils ont très très bien fait. Maintenant, avec le recul, j'ai mal pris sur le coup. Avec le recul, c'était entièrement normal. Voilà. Donc ça peut servir aussi, mais c'est vrai que c'est une arme. Enfin, c'est une arme. C'est pareil, il y a des plus et des moins. Des fois, tu donnes des petits mots aussi. Ouais. Tu donnes aux joueurs, et c'est aux joueurs qui peuvent le lire à haute voix, à tout le monde, ou ils peuvent garder l'information pour eux. Ça arrive. Ouais, quand quelqu'un voit quelque chose. Souvent. Oui. Je reviens à cette question, justement, tu as évoqué ce point-là, Émeric, à l'instant. Moi, j'ai fait une partie pour le No Unique où j'avais une joueuse, en fait, qui avait un ami MJ, c'était sa première partie, il s'est lancé. Sauf qu'une des joueuses a décidé, en fait, de ne pas suivre le scénario. On devait rentrer dans une ville naine pour glaner des informations. Elle ne voulait pas. Elle est restée à l'entrée du pont, face à la ville, à tailler des flèches pendant tout le scénario, alors qu'elle n'avait pas d'arc. Et elle voulait vraiment pas suivre l'histoire, et c'était même compliqué en fait quand on a repris la partie après, de la faire venir dans le bateau pour dire allez, il y a la suite de la quête, tu viens avec nous. On roleplay à fond, mais vraiment c'était assez lourd. Je pense que là, il y a des gens qui veulent pas jouer vraiment en fait. En fait, je la connais bien, elle joue très très bien, il n'y a pas de souci, sauf que là, elle était vraiment dans son rôle et elle voulait pas, ça l'intéressait pas, elle voulait pas voir les nains, enfin, vraiment elle jouait vraiment son personnage qui avait ouais, voilà, une elfe, comme tu disais. Non, c'était pas une elfe, mais c'est qu'en fait il y avait un passé qui faisait qu'elle aimait pas côtoyer les nains, et donc on roleplay à fond, les nains ça m'emmerde, je veux pas y aller. Alors là, en tant que maître du jeu, tu peux dynamiser pour qu'il lui arrive quelque chose très vite. Vu qu'il commençait, il a pas eu. Normal, voilà. Il débute. Mais là, dans ces cas-là, au bout d'un moment, quand tu repères cette personne qui taxe ses flèches devant le pont pendant que les autres sont loin, tu lui fais vite comprendre que quand elle est seule à tailler les flèches devant un pont, dans un scénario de l'anneau unique, ça peut très très vite mal se passer. Donc, soit tu prends ta feuille de dynamique que tu as, tu regardes si tu as une dynamique qui correspond. Tiens, t'en as une, ça tombe bien, il y a une bande de gobelins qui traînent et qui essayent leur but, c'est de scier le pont pour que le prochain qui passe dessus tombe. Et la bande de gobelins arrive, ils voient, tu m'as dit c'était une... C'était une sauvageonne, je crois, qui vivait dans la forêt. Ouais, bah tu la préviens en disant que par exemple, elle commence à entendre des bruits. Voilà. Je sais pas comment le finir. Je me rappelle plus de sa fiche de... Tu la préviens, elle entend des bruits, ça commence, et là, si elle prend pas peur et qu'elle va pas chercher les autres, tant pis pour elle. Tu la préviens un peu plus, elle voit une lueur, elle entend... Là, normalement, elle a compris. Et si elle comprend toujours pas, les gobelins, ils se disent, tiens, au lieu de tisser le pont, on va... comment dire ça en langage... Alors c'est un pont en pierre, donc... pont en pierre, ouais. Tu peux dynamiter au pire. Dynamiter, ouais. Au lieu de... poc le pont, comme un poc, je sais pas je sais pas comment ça s'appelle. Un burin. Ouais, de buriner le pont, parce que les gobelins sont particulièrement bêtes et qui pensent qu'ils vont arriver à buriner le pont. Voilà, il faut dynamiser dans ces cas-là. C'est le maître du jeu aussi qui doit électrocuter ses joueurs. C'est fait un peu bouffer ce qui débutait. Électrocuté. Voilà. C'est sadique. C'est aussi pour ça que c'est important les sessions zéro pour pouvoir parler de qu'est-ce que l'on veut faire ensemble, qu'est-ce que l'on fait ensemble, la raison pour laquelle on fait ce voyage dans ma Dominique. Il doit y avoir quelque chose d'important et du coup ça doit surpasser sa haine primordiale pour que ce soit suffisamment intéressant. Et après c'est toute la question de à quel moment en tant que joueur et en tant que personnage on fait des compromis et à quel moment on estime que c'est une compromission et dans ces cas-là on ne va pas l'accepter. Et du coup là, chacun a ses propres limites et ses propres curseurs de moments où on a l'impression de trahir son personnage et de moments où en fait on a l'impression de trahir ses amis avec qui on joue en fait. Et c'est une balance que chacun a gérée, je pense. C'était un sujet de Discord pendant 15 minutes. Ça a failli partir en vrille la partie. À cause des personnages prétirés, parce que en fait justement c'était des prétirés, il n'y avait pas eu de... Voilà. Bien sûr. Et ça arrive, parfois il y a des trucs très bizarres qui arrivent comme ça quand tu joues. J'ai un exemple de scénario avec un psychologue en personnage prétiré, et la psychologue voulait rien dire parce qu'elle disait secret médical tout le temps, secret médical, j'ai pas le droit, secret médical, j'ai pas le droit. Et donc le maître du jeu était là.
c'était l'appel de Cthulhu. T'as quand même des trucs, quand ta ville risque d'être engloutie par je ne sais trop quoi, le secret médical, je pense que même un psychologue, en voyant ces espèces de trucs tentaculaires qui vont bouffer la ville, se dit « Oh bah le secret médical, on s'asseoir dessus 5 minutes et puis je vais leur dire ce que je sais. » Et ça, c'est parce que tu n'as aucune éthique professionnelle. Oui, que ton éthique professionnelle passe ou que l'humanité passe avant... l'humanité, l'éthique professionnelle, que l'humanité passe avant l'éthique professionnelle. Parce que là, il s'agit quand même de sauver l'humanité dans ce scénario de Cthulhu. Et ton éthique professionnelle, elle ne pèse rien face à l'humanité. Tu dois la piétiner. Enfin, tout au moins, si tu veux jouer. Pour le one-shot. Pour le one-shot, quoi. Ou tu peux continuer, c'est ce qu'elle a fait, elle a continué. La partie a été mitigée cochon d'âne, ils ne se sont pas amusés. C'était un peu lourd. Et Olivier me disait, je voyais les autres joueurs qui voulaient l'étrangler. Mais c'est une possibilité, hein. Oui, les joueurs peuvent se retrouver exactement, oui, peuvent là, oui. Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui, Emma? De la part de Sylvie, c'est une opité. Une vraie, une pour les deux. La première, c'est qu'advient-il du joueur écrasé par l'immeuble si les autres joueurs ne le sauvent pas? Il arrête de jouer et s'en va. Point d'interrogation. Comme on a dit tout à l'heure, il joue quelqu'un d'autre. S'il veut continuer à jouer, il joue un PNJ. Si on a le temps, il refait un personnage. Une fois, j'ai dormi 2 heures sur le canapé derrière. Je suis morte en plein milieu de la... Alors, il peut arriver dans certains cas, par contre, qu'il y ait des possibilités où on ne peut pas faire rentrer un nouveau joueur. Voilà. Si jamais il reste que 1h30, 2 heures de jeu pour clore, voilà, et ben, c'est un jeu où je pense qu'il faut accepter qu'il y a parfois, très rarement, des cas où il faut juste rester sur le canapé, pas forcément dormir, on peut aussi écouter ses petits camarades et profiter de l'histoire qui... À 3h du matin, j'étais fatiguée. Et si on s'endort, c'est pas très grave. Voilà. Mais effectivement, oui, ça peut arriver. Mais moi, je pense que le mieux, c'est il joue un PNJ ou il joue ou il refont un personnage sur le temps. Bon. Et puis, qu'est-ce qu'il faisait devant cet immeuble, de toute façon, qui s'écroule? C'est sa faute. Hein. Oui. Et la deuxième question de Sylvie? La deuxième question, c'est est-ce que vous utilisez parfois le mot me-jeu? Non. Non. Oui. MJ. Quoi, oui? Oui, c'est Non. Le jeu. un jeu. Non. Alors, on ne parle pas de ce mot ici. Parce que c'est pas beau. Non, le Voilà, mot est je sais effectivement qu'elle assez est pas. moche. Voilà. Hein. Après, voilà, si les gens le trouvent beau, ils l'utilisent. C'est un nom de plage. Le jeu, oui, ça me fait plus penser à Moget. À la limite. Une dernière question? Non? Je vais juste finir. Quel jeu de rôle vous recommanderiez, par exemple, pour un adolescent qui a envie de commencer, ou pas forcément un adolescent, enfin n'importe qui voudrait se lancer dedans? Ça dépend, je pense que le plus simple, puisqu'il y a le plus de ressources, c'est Donjons et Dragons. Pour se lancer, ça reste le plus simple. Il y a un très bon type d'initiation. C'est tout à fait accessible et ça permet d'avoir beaucoup de rejouabilité. Derrière, non, je pense que non. En fait, ce serait 13e âge. Je pense que ce serait 13e âge parce que c'est les règles en plus, c'est très similaire à Donjons et Dragons, mais les règles sont vraiment simplifiées et on peut le prendre directement. On a un univers qui est assez simple à maîtriser. Et voilà. Et donc là-dedans, en fait, à aucun moment on a parlé de science-fiction. Enfin, à chaque fois, vous êtes tous plutôt dans l'univers médiéval fantastique ou horreur contemporain, comme tu disais. Moi, c'est plutôt l'horreur. Enfin, ce que je préfère, ça reste l'horreur contemporaine. Les jeux à mystère, les jeux d'horreur. Alors, moi, très peu Cthulhu, Chill, j'ai complètement arrêté. Non, Unknown Armies, Mage, Vampire la Mascarade, Cult, qui revient là bientôt. Oui, il y a un problème moraux, Ouais. Donc voilà, non, ouais, ça va plutôt s'orienter par là. Et puis après, Tales from the Loop et pas Thalès from the Loop. Vraiment intéressant en jeu de SF fantastique, un peu à la Stranger Things. C'est vrai que Tales from the Loop, pour commencer, c'est très intéressant aussi. Là, du coup, on joue directement des adolescents. Il y a un côté 80s qui est très sympathique.
Je parle trop, la question était pour nous trois, pardon. Ah bah, je suis très très jeune en tant que sur les jeux de rôle, donc je ne connais que Donjons et Dragons et maintenant je commence à peine Warhammer. Donc pour moi Donjons et Dragons a été quand même très simple à prendre en main. Voilà, donc j'aurais peut-être dû prendre le kit d'initiation d'ailleurs pour une première partie. Donc, je recommande les kits d'initiation au cas où. Bon, moi, je pense qu'il faut voir ce qu'il aime bien. Hein. C'est la personne, c'est suivant. Il y a tellement de jeux de rôle à l'heure actuelle qu'il voit les univers qui lui plaisent, qui lui parlent. S'il aime bien Jules Verne, il y a un univers, il y a 2 jeux de rôle qui viennent de sortir sur Jules Verne. Je pense qu'il faut aller vers quelle est les histoires qu'il aime et il y va. Après, je suis d'accord avec vous deux sur Donjons et Dragons, qui reste, si vous aimez les univers médiévaux fantastiques au sens extrêmement large du terme, hein, qui reste quand même le jeu de rôle où on trouvera le plus de joueurs. Les règles sont vraiment faciles pour les joueurs, pour le maître du jeu. On rappelle quand même, il y a une petite lecture sympathique. Après, c'est facile, mais il faut quand même comprendre le truc, le système. Mais c'est vrai que toi, tu as commencé avec Donjons et Dragons, tu dis que tu l'as pris très vite en main. Voilà. Et puis même la description, en fait, on a juste à remplacer la description et garder le modèle, et c'est bon. Il y a quelque chose à faire, il y a un but à aller accomplir. Généralement, c'est quand même plus simple à suivre. Un scénario à peu près linéaire, même si on peut dévier très très vite. Et par exemple, je vois un monstre, tiens, ça c'est un centaure, ça c'est un gobelin, on va échanger. Ça maintenant, c'est je sais pas moi, ça va être un truc mécanique, et puis ça va être un dangereux psychopathe qui est au coin de la rue et qui... Mais les points d'attaque, de dégâts, de vie, etc., ça resterait les mêmes. Et sur internet, on peut facilement télécharger les fiches de personnages, etc., s'inspirer, puisqu'on a une grosse communauté. Une communauté très, très grande. Et si jamais vous êtes à distance, par exemple, moi c'est le site de Roll20 que j'utilise voilà, pour créer les fiches voilà, très, très vite. Après, il ne faut pas oublier quand même que chaque jeu a sa saveur aussi. Et nous, par exemple, notre groupe de joueurs doit beaucoup à Chill et à Maléfice. C'est-à-dire qu'on a commencé avec Le Noir, qui est un jeu médiéval fantastique, avec vraiment ce qui ressemble à Donjons et Dragons. Mais quand on a joué à Chill et quand on a joué à Maléfice, c'est vraiment des jeux qui nous ont permis de découvrir d'autres manières de jouer. Oui. Parce que ça, on n'en a pas parlé, mais il y a vraiment des jeux qui ont des manières de jouer très très différentes les unes des autres, et qui fait que la partie ne sera pas du tout la même, n'aura pas du tout la même saveur. Donc, première base, moi je dirais, bon, Donjons et Dragons, si la personne aime bien le médiéval fantastique, mais sinon, savoir ce qu'elle aime, quel est son univers de prédilection, et trouver le jeu qui correspond. Et même s'il est un peu compliqué du point de vue des règles, etc., c'est un jeu de rôle. Les règles qui ne vous plaisent pas, vous les enlevez, tant que tout le monde est d'accord autour de la table, et vous pouvez bâtir votre propre système de règles. Bon. Tout à fait. Bon, on va arrêter là. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et voilà, donc là on va avoir une partie, on a pris des boissons si jamais vous voulez rester un petit peu pour discuter avec nous. Vous buvez du Fanta ou des trucs comme ça? Ah, il n'y a pas d'alcool, oui. Non, c'est pas pour l'alcool, moi je parlais. C'est pas du tout l'alcool. C'est quoi? C'est pour les eaux gazeuses. Il y a du jus de pomme. Mais c'est pas une eau gazeuse. Et ben alors? Limonade. Il y a la Je limonade. prends le jus de pomme. Voilà, merci beaucoup. Merci.